C'est une petite musique qui nous accompagne depuis des mois et dont le volume ne cesse d'augmenter. Il faut maintenant que les Français se réveillent. Il y a autre chose qui se trame, il y a autre chose qui se noue. Il n'est pas question de soigner les gens en fait, il est question de les contraindre. Donc moi c'est ça que je crains qu'ils nous pendonnent. C'est une vaccination obligatoire avec peut-être introduction de petites puces, histoire de nous surveiller un petit peu plus. Ce vaccin-là, il n'a rien d'un vaccin, c'est une thérapie génique qui fonctionne avec la 5G. On n'aura plus de liberté. On va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On ne pourra pas les retirer. Refusez les masques. Les masques vous intoxiquent. Dans un climat de doute et d'inquiétude générale, ces discours se sont propagés aussi vite que le virus, jusque sur les plateaux télé. Vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait? Oui, ça c'est tordu, je sais bien. Vous me trouvez vraiment tordu, oui. Et les polémistes se sont engouffrés dans la brèche. Nous avons été, excusez-moi, manipulés. Dans un climat de doute et d'inquiétude générale, ces discours se sont propagés aussi vite que le virus, jusque sur les plateaux télé. Vous nous avez bloqué l'accès aux choses qui soignaient tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui soignaient? Le protocole hydroxychloroquine, azithromycine. J'ai arrêté les essais parce que je pensais que ça marchait? Oui, c'est tordu, je sais bien. Vous me trouvez vraiment tordu, oui. Et les polémistes se sont engouffrés dans la brèche. Nous avons été, excusez-moi, manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de pandémie. Ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous avons réuni ceux qui travaillent sur la mécanique complotiste depuis des années. Personne ne peut dire qu'il ne sera jamais réceptif à une théorie du complot. Plus on est défiant envers les institutions, et notamment les institutions politiques, plus on va avoir tendance à croire dans les différentes théories conspirationnistes. Fondamentalement, le complotisme, il menace notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Moi, ce qui me fascine, c'est de comprendre comment des gens deviennent petit à petit complotistes. Et c'est bien là tout l'enjeu aujourd'hui. À partir de quand le doute se transforme-t-il en complotisme ? Maintenant, quand on pense plus comme pense le gouvernement ou selon les directives, ou les recommandations ou la bonne pensée, on est complotiste, j'adore. Pourquoi la crise sanitaire a-t-elle ouvert un boulevard aux antisystèmes les plus radicaux? Ce gouvernement, cet État en fait, est devenu anticonstitutionnel. Il faut le comprendre, ça ne marche plus. Il est temps de changer. Qui sont ceux qui propagent et créent ces théories? Le confinement tue, l'épidémie est finie, crime contre l'humanité, Marseille puni, masque cancérogène, ça vous intéresse? Est-il encore possible de dialoguer sereinement avec les complotistes? Et si oui, comment? Il y a des gens dans cette élite qui pratiquent les rituels de sacrifice et tout ça, qui sont des choses qui ne sont pas nouvelles dans l'histoire. Est-ce que vous comprenez que c'est une théorie qu'on appelle complotiste? On est des complotistes, on assume, hein. Aucun problème. Enfin, pourquoi le complotisme est-il dangereux pour nos démocraties? En France, depuis quelques mois, la gestion de la crise sanitaire provoque des mouvements de contestation. Comme ici, en Haute-Savoie. T'as ton texte, c'est bon? Une manifestation se prépare pour dénoncer tout un tas de mesures mises en place par le gouvernement. Tomber les masques ou sur les masques. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Cet après-midi, Martine Lemercier et sa famille vont participer à un rassemblement pour la défense des libertés. La mère de famille s'oppose notamment au port du masque généralisé. On prend une décision de manière complètement globale et on l'applique à la lettre sans même se poser des questions s'il y a besoin de nuancer tout ça. On nous infantilise et on nous dit, vu que vous ne saurez pas l'utiliser à bon escient, eh ben on vous l'impose tout le temps. La thématique sanitaire, elle est très importante dans la manifestation de tout à l'heure.
En fait, je ne sais pas trop pour les autres parce qu'on est vraiment sur une manifestation où on appelle... c'est sur les libertés en général. Mais je pense que le sanitaire en fait partie parce qu'il a été un petit peu le déclencheur, en fait. Et c'est à partir de là que je trouve que se sont un peu cristallisées des réflexions autour de nos libertés. On est parfait, là. On couvre les libertés. Là. Martine est psychothérapeute. Avec ses enfants, Lila 14 ans et Malo 18 ans, elle est très mobilisée depuis le début de la crise sanitaire. Direction Annecy pour la manifestation. Je ne sais pas si Annecy a besoin du masque dans la ville. J'ai pas l'impression que les gens ont des masques. Non, personne n'a de masque. Bon, c'est génial, ça règle le problème du masque. Hop. À Annecy, le masque n'est pas obligatoire au bord du lac, sauf comme ici, en cas de rassemblement sur la voie publique. Coucou. Super. Ce jour-là, près de 500 personnes sont attendues et le comité d'accueil est plutôt méfiant. Nous avons la présence de la télé TMC aujourd'hui, du groupe TF1, pour un tournage. Si vous interview, vous avez le droit de ne pas répondre. Vous êtes commandité par qui? TF1? Commandité, c'est-à-dire c'est-à-dire vous êtes venu vraiment de vous-même ou... Bah ouais, on est venu pour s'intéresser au rassemblement et discuter avec les gens qui sont là, essayer de comprendre. D'accord. Ok. Et maintenant, allons-y. Derrière la défense des libertés, les revendications sont nombreuses. Contre la loi de sécurité globale, pour l'école à la maison, et bien sûr, contre les mesures sanitaires. Quand on parle d'un problème de santé qui touche la nation, je comprends qu'il y ait des décisions qui doivent être prises au niveau national. Pour autant, quand ça s'est amené à durer et que les choses évoluent, notamment sur la question du masque, où au début il fallait absolument pas les masques, après il fallait les masques, après le confinement un petit peu, après pas le soir, après pas le week-end, après tout était amené finalement à être dit et son contraire. Et c'est là où on a commencé plutôt, je pense, à se dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. Très clairement, il y a déjà un terreau de défiance extrêmement important avant la pandémie. Mais c'est sûr que, par exemple, tout l'épisode des masques, avec tout d'abord le gouvernement qui est hésitant concernant le masque, il dit bon, il faudrait peut-être mieux pas le porter, c'est pas efficace, voire même ce serait peut-être dangereux. Et puis quelques mois plus tard, le masque est rendu obligatoire. Alors là, forcément, c'est un terrain qui est extrêmement fertile pour les personnes qui vont être conspirationnistes, parce qu'elles ont l'exemple que le gouvernement ne sait pas trop ce qu'il fait, voire qu'il mentirait. Le port obligatoire du masque à partir de cet été, c'est devenu un thème dont se sont emparés les complotistes, essentiellement pour estériser le débat. Et puis, ils étaient sur autre chose avant, contre le confinement, et ils sont partis sur autre chose après. D'accord ? Donc, c'est leur capacité à prendre au vol des sujets, s'en emparer, et à les charger comme ça pour hystériser le débat. Hystériser le débat pour rallier à leur cause ces Français qui doutent, comme Martine. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Dans la manif, certains ont déjà basculé. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander ce que dit votre pancarte? Vous pouvez me la décrire? J'ai des questions sur quoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Côté pile, la France vendue aux Chinois par Macron. Côté face, la mafia gouvernementaux-pharmaceutique qui voudrait rendre les vaccins obligatoires. C'est impressionnant. Regardez, quand on insiste avec une vaccination obligatoire... Elle n'est pas obligatoire, la vaccination. Ils vont s'arranger pour la rendre obligatoire. Vous savez, Macron, il va s'arranger pour la rendre obligatoire. Donc quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il y a une manipulation. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour voir qu'il y a une manipulation. Les enfants. Et ça servira à quoi? Quel serait le but du coup, le but, l'ordre mondial. On s'est dit dans le pôle enfant qu'il fallait porter leur Le Covid-19 n'est qu'un prétexte pour pouvoir l'imposer. Encore une fois, depuis le début de l'épidémie, toutes sortes de théories comme celle-ci ont émergé. Et des figures jusqu'ici inconnues sont apparues. Aujourd'hui, nous avons encore une fois le privilège d'avoir notre amie Chloé. Chloé Framery, prof de maths à Genève, est l'un de ces nouveaux visages révélés sur Internet. Certains ont peur de la maladie et de la mort. D'autres ont peur du vaccin obligatoire, expérimental. Ensemble ou individuellement, nous vaincrons ces peurs instillées artificiellement par les médias subventionnés et par les gouvernements corrompus. Dans ces vidéos, l'enseignante est en boucle sur la pandémie. Chloé Framery s'est fait connaître en relayant de nombreuses théories douteuses sur le virus, les vaccins et la 5G.
Donc moi, c'est ça que je crains qu'ils nous condamnent. C'est une vaccination obligatoire avec peut-être introduction de petites puces, histoire de nous surveiller un petit peu plus. Elle déteste les médias traditionnels, mais nous avons quand même tenté notre chance. Bonjour. Martin Lay, je travaille Vous pour voulez TMC. vraiment quand même m'interviewer? Mais bien sûr, pourquoi pas. J'avais dit que non, que moi je voulais bien passer dans une émission honnête. Je veux dire honnête, je dis pas que c'est mal honnête, mais où on est à égalité au niveau du débat, où on n'a pas d'étiquette collée sur le front et tout ça. Et là, je sens que ça va encore alimenter les quoi? les rumeurs contre nous, les gens qui sont différents. Comment est-ce que vous expliquez que beaucoup de gens estiment que vous êtes complotiste? Si vous interviewez les gens autour de moi, ils vont pas dire que je suis complotiste, ils vont dire que je suis lanceuse d'alerte, réinformatrice. Moi, je m'intéresse aux faits. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. On s'est demandé ce que la famille Le Mercier avait pensé de cette intervenante. Vous la connaissiez, cette dame qui vient de parler, Chloé Framery? Non, elle n'est pas autorisée. Vous non plus? Vous n'avez pas peur que certains cherchent à manipuler vos doutes, cherchent à vous entraîner vers le complotisme? Ouais, moi j'adhère pas du tout à ça. Moi aujourd'hui là c'est un rassemblement pour les libertés et pour moi c'est pas ça l'esprit de cette manif et je suis un peu déçu. Donc ça sera des tests. Ils ont le droit d'essayer, nous on a le droit d'aller dans un sens ou d'aller dans un autre. Ça s'appelle la liberté. Je suis tout à fait OK avec ça. Les théories du complot jouent toujours sur le leurre d'une continuité avec le doute critique, avec le fait qu'on se pose des questions, des interrogations sur l'actualité. Donc il me semble que personne ne peut dire qu'il ne sera jamais réceptif à une théorie du complot. Le complotisme, c'est pas de croire à des choses forcément totalement délirantes. C'est de construire une forme de réflexion rationnelle à partir de bases fausses et avec un moteur obsessionnel, c'est-à-dire l'idée de la cause unique et cachée. Ce sont donc souvent des gens qui aspirent à plus de compréhension, plus de réflexion. C'est pas l'abruti de base, c'est quelqu'un qui veut comprendre. Chercher à comprendre, s'interroger, une démarche saine. Les mensonges des gouvernements, les scandales sanitaires, les dérives des lobbies, industriels, pharmaceutiques, les vrais complots, évidemment tout ça, ça existe. Mais entre le doute et la suspicion systématique, la frontière est de plus en plus mince. Vous vous dites pas peut-être tout simplement que le gouvernement s'est trompé, qui tâtonnent parce que c'est une maladie qu'ils connaissent pas, qui font du mieux qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont à un instant T. Il n'y a pas ce bénéfice du doute qu'on peut accorder aux autorités Si, mais je l'ai eu et je l'ai même encore parfois sur certains aspects. Et puis je pense que quand moi j'arrive à avoir des infos quand même de scientifiques un peu partout dans le monde, de chercheurs, de professeurs, je me dis que s'ils doivent avoir accès à tout ça et qu'à un moment donné, on nous montre quand même qu'une partie de la vérité et ça me laissera toujours dans le doute. Avant cette crise sanitaire, vous aviez déjà eu des doutes, vous vous étiez déjà posé ce genre de questions ou... Oui, bien entendu. En tout cas, je m'interroge depuis un certain temps sur la façon dont les médias peuvent être utilisés à des fins on va dire, pour rester correct, mais à des fins d'embrigadement ou en tout cas de pensée unique ou de... Oui. C'est presque pas mon point d'entrée aujourd'hui, les médias classiques. La première chose que je fais, c'est chercher ailleurs, en fait. Et le ailleurs, ça va être de fouiner sur Internet, sur des choses dont on entend parler. On échange entre amis, en fait. J'ai vu dans beaucoup de domaines à quel point Internet avait permis à des gens de se rassembler, de débattre, et donc ça a nourri une réflexion tout à fait saine. En revanche, cela nourrit aussi la possibilité de mentir, d'instrumentaliser. Il y a quelque chose qui est propre à l'Internet, qui est le fait que n'importe qui peut publiciser sans filtre à des milliers de gens ou des millions de gens n'importe quoi. Il faut distinguer ce qui relève du débat démocratique et ce qui relève du délire. Depuis quelques mois, Martine s'informe sur des sites qui ont émergé avec la pandémie. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, le site de Réinfo Covid. C'est un site qui est à la base à l'initiative de personnel soignant. Et ils mettent de l'information, alors leur information. Ce qui se passe dans les établissements hospitaliers, les endroits aujourd'hui est gravissime. Et on peut parler d'euthanasie.
Réinfo Covid, un site créé par un docteur marseillais, Louis Fouché. On pense que tout le monde a peur, en fait, chacun à sa manière. Hein. Ceux qui ont peur du virus, ceux qui ont peur que le gouvernement leur veuille pas du bien. L'anthropologie. Un anesthésiste réanimateur, connu pour avoir minimisé la gravité de l'épidémie et nié l'existence d'une deuxième vague. On le retrouve aux côtés de scientifiques controversés sur tout un tas de sites alternatifs, comme Bon Sens, l'un des préférés de Martine. Il faut maintenant que les Français se réveillent. Et comprennent qu'en fait, on ne veut pas leur bien. Qu'il y a autre chose qui se trame, il y a autre chose qui se noue. Il n'est pas question de soigner les gens, en fait. Il est question de les contraindre. J'ai des amis américains, ils me disent, quand tu comprends rien, follow the money. Suis l'argent. Des gens comme le docteur Fouché ou d'autres dérangent. Dès qu'on dit quelque chose, c'est discrédité et on cherche à les remettre en question de manière plus globale dans leur travail. C'est très inquiétant. Est-ce que c'est pas tout simplement, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils disent des conneries et que du coup il y a d'autres médecins qui disent écoutez pas ces gens-là parce que ce qu'ils disent c'est faux. Ouais, sauf que quand il commence à y avoir beaucoup de médecins qui commencent à remettre en question, quand il y a plein de gens quand même qui sont loin d'être... Beaucoup de ces personnes-là sont taxées de complotisme. Est-ce que vous faites une recherche sur ces personnes-là, sur leur univers, d'où ils viennent? Bien sûr. Bien sûr, mais de toute façon, la question, elle n'est pas de savoir s'ils sont complotistes. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Il n'y a personne qui leur a dit t'as pas le droit de t'exprimer. La preuve, il y a un site internet, c'est des gens qu'on entend beaucoup, c'est des gens qui font beaucoup de contenu. Mais le problème, c'est qu'on les démonte. C'est que derrière, on les discrédite, c'est des gens qui peuvent plus travailler. Maintenant, quand on pense plus comme pense le gouvernement, ou selon les directives, ou les recommandations, ou la bonne pensée, on est complotiste. Moi, j'adore. J'adore. Je suis une nouvelle complotiste parce que moi, je ne crois pas aveuglément à ce qu'on me dit et que je me pose des questions. Donc ouais, je suis complotiste. Super, j'adore. C'est justement en cherchant à s'informer différemment sur Internet que Martine est tombée sur un documentaire qui l'a beaucoup marqué. Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. 2 confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. Salut les terriens, c'est moi Corona le virus. C'est vous qui m'avez fait roi. Hold Up, un film qui a fait l'effet d'une bombe. Sorti sur Internet en novembre dernier, il a été vu plusieurs millions de fois en quelques jours. On y explique notamment que le virus aurait été créé par l'homme et que derrière l'épidémie se cacherait un plan secret pour mettre en place une dictature mondiale. Le tout appuyé par des scientifiques au titre prestigieux, mais pour la plupart vivement critiqués par leur communauté. En fait, c'est un film qui calque et qui copie les reportages et documentaires classiques pour se donner justement une apparence de sérieux et de crédibilité. C'était un montage qui était extrêmement bien fait, avec une production qui rappelait des documentaires officiels. Et on se rend compte aussi, et ça c'est peut-être l'aspect pernicieux des théories conspirationnistes à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont de plus en plus la capacité de ressembler à quelque chose de vrai. C'est un film très long, qui n'est pas immédiatement complotiste, qui d'abord va poser des questions en lien avec justement la gestion par le gouvernement de l'épidémie, avec des questions qui ne sont pas légitimes. Il commence quasiment par un montage sur les mensonges des politiques, du gouvernement sur les masques. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. C'est ravageur. C'est-à-dire que une fois que ça a été mis en image dans ce petit montage, on peut faire avaler n'importe quoi à celui qui regarde. Il aura en tête que les gouvernants ont menti là-dessus, que donc ils peuvent mentir sur n'importe quoi. C'est un film qui seulement dans une deuxième partie va basculer là vraiment dans la théorie du complot, en expliquant que tout ça s'inscrit dans un vaste plan mondialiste de réduction de la population mondiale. Ça va très loin. On vous parle du génocide de la moitié de la population de la planète. C'est une sorte de méta-documentaire complotiste, Hold Up. Il y a toutes les théories conspirationnistes qui sont présentes dedans. On parle du Bilderberg, de Jacques Attali, de Bill Gates, etc. Ça arrive au bout d'1 heure et demie, 2 heures de film, lorsqu'on est prêt, en fait, à accepter ce genre de thèse radicale. Martine et son fils ont tous les deux trouvé Hold Up intéressant. Mais Malo est plus sceptique que sa mère quant aux théories défendues dans le film.
Vous en retirez quoi? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui vous sont venues en visionnant ce documentaire? Est-ce qu'il y a certaines thèses où vous vous êtes dit, tiens, ça vaudrait le coup de le creuser? Moi, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il nous amène à nous poser des questions, notamment sur la gestion de la crise par les géants des GAFA. Donc, par exemple, là, c'est Bill Gates qui est notamment très critiqué pendant ce film. Eux, ils ont une réponse très claire, voilà, comme quoi Bill Gates, il a créé, enfin, il connaissait ce virus, voilà, et du coup, il en a un peu l'investigateur, mais. Et ça, t'y crois, par exemple, ou? Non, pour moi, j'y crois pas, mais c'est vrai que ça nous fait nous poser des questions, voilà, que moi, personnellement, jamais je me serais posé avant. Dans ce film, il y a certaines thèses qui sont émises, notamment sur l'idée que peut-être que ce virus a été voulu. Peut-être qu'il va servir soit à asservir la population, ou qu'en tout cas, il y aurait un dessein derrière. Vous adhérez? J'ai envie de croire suffisamment en l'homme pour me dire que c'est un peu énorme, mais je ferme absolument pas la porte parce que on sait qu'aujourd'hui il y a des enjeux financiers au niveau des groupes pharmaceutiques, des labos, etc. Je pense qu'il vaut mieux être un peu plus en vigilance que croire aussi naïvement que tout est beau dans le meilleur des mondes. Hold Up, c'est un symptôme. C'est un symptôme du fait que notre pays va mal. C'est un film qui a fédéré tout un tas de discours relativement complotistes qu'on trouvait avant, depuis le début de l'épidémie, de gens qui d'ailleurs avant n'avaient quasiment pas d'existence médiatique et qui ont émergé. On retrouve dans Hold Up une trentaine d'intervenants interviewés qui sont des figures connues de la complosphère en fait, et qui se sont illustrés au cours des mois précédents par des prises de position parfois très problématiques. Marqués au coin du complotisme, se vautrant dans la désinformation, relayant des fausses informations, etc. Nous avons contacté le réalisateur du documentaire, Pierre Barnerias. Il n'a pas souhaité donner suite. Son avocat, en revanche, a accepté de nous rencontrer. Carlo Alberto Brusa est l'un des ténors du barreau de Paris. Rendez-vous à son cabinet. Sur ses murs, les portraits de ses clients les plus prestigieux. Vous avez Zinedine Zidane ici, bien sûr. Stéphane Plaza, qui est aussi un client du cabinet. Vous avez Franck Ribéry, que j'ai défendu dans l'affaire Zaya et dont nous avons obtenu le relax. Quelques jours après la sortie du documentaire Hold Up, Maître Brusa s'est emparé du dossier polémique. En tant que citoyen et en tant que participant au film, est-ce que vous embrassez les théories qui sont exposées dans le film? Je ne l'embrasse pas. Je considère que ce qui est exposé dans le film est une vision qui peut être parfaitement plausible et un film a le droit de provoquer ma curiosité, un film a le droit de provoquer ma critique par rapport à ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment que rien n'était parfait depuis le mois de mars que nous vivons, cette épidémie qui est telle qui a été déclarée le 30 janvier par l'OMS, eh bien nous avons le droit de nous poser des questions. Et cette œuvre participe à ce questionnement. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, taxer Hold Up d'être un documentaire qui dit des contres-vérités, alors parlons du gouvernement avec les masques, parlons du gouvernement avec les tests PCR, etc. Non, alors quand un ministre de la Santé ose dire que les masques sont inutiles et que c'est une erreur, quand quelqu'un peut dire une chose qui ne convient pas au gouvernement, ça devient tout de suite un complotiste. Non. Le documentaire a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Si quelqu'un n'est pas d'accord et considère qu'il a violé la loi, vous avez le droit de l'attaquer. Sans attendre une éventuelle décision judiciaire, les principales plateformes ont retiré le documentaire de leur catalogue. Maître Brusa, lui, remise de plus en plus souvent sa robe d'avocat pour une autre casquette. Depuis le premier confinement, il est devenu l'un des porte-parole de la contestation contre les mesures sanitaires du gouvernement. En mars, il a même créé une association pour fédérer les mécontents. Voilà, ce sont les courriers d'aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Les expéditeurs, ce sont les adhérents que nous en avons partout. Là, vous avez par exemple les enveloppes du 62, vous avez du 70, du 27, là c'est du 73. Ce sont mes notes, avec quelques chiffres. Maître Brusa revendique 35 000 membres. Contre 10 € de cotisation, l'avocat s'engage à les défendre devant les tribunaux. Et 2 fois par semaine, le président de l'asso s'adresse à ses adhérents.
président qui va monter son studio. Qui va monter son studio parce que là, on fait du... Vous allez connaître tous mes secrets, hein. Donc là, c'est la partie du Facebook. Aujourd'hui, certains de ces lives sont suivis par plus de 60 000 personnes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment en retard, excusez-moi. Son coup de gueule du jour, c'est contre le port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'enfants qui sont troublés par le fait de porter le masque. Je le dis et je le répète, nous avons des remontées d'informations, des emails que nous recevons, des fiches contacts du site dans lequel nous sommes informés, d'enfants qui font des cauchemars, des enfants qui pleurent, des enfants qui se sont terrorisés par le port du masque. Et il y a des conséquences psychologiques qui sont gravissimes, chers amis. Convaincu de la dangerosité du masque, l'avocat a porté plainte contre cette mesure auprès du procureur de la République. J'ai livré bataille et là, je mettrai ma robe d'avocat et j'irai plaider. Vous savez, la robe est ici, elle est accrochée. Je vais la chercher parce que... Voilà ma robe, elle est là. Elle est toujours là dans mon bureau. Je suis prêt à la mettre parce que là aussi, et j'irai plaider. Nous sommes là pour nous battre tous les jours pour vous et pour qu'enfin, peut-être, on puisse y voir plus clair dans le cadre de cette situation un peu opaque et un peu, je dirais, angoissante dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Maître Brusa qui joue les David contre Goliath, une image construite ces derniers mois, avec toujours la même cible dans son viseur, les autorités. Il y a un anti-élitisme, un anti-intellectualisme même, qui vient contester la parole savante, les paroles d'autorité, en jouant sur l'idée que toutes les paroles se valent d'abord, qu'il n'y a pas d'expertise, qu'on peut tous être infectiologues en regardant des vidéos sur YouTube, par exemple. C'est vraiment ce à quoi on a assisté en 2020. Plus on est défiant envers les institutions, et notamment les institutions politiques, plus on va avoir tendance à croire dans les différentes théories conspirationnistes. Alors en France, on est extrêmement mauvais concernant la confiance dans nos institutions politiques. On a une baisse de la confiance d'année en année, ça fait plusieurs décennies que ça dure, et c'est vraiment un phénomène qui est préoccupant. Une défiance préoccupante, devenue une aubaine pour certains. La crise sanitaire, un terreau fertile pour les complotistes de toutes sortes. Dans ce contexte, des inconnus d'Internet sont devenus célèbres en quelques mois. L'une de ces stars montantes, qui d'habitude ne répond pas aux médias, a accepté de nous recevoir. Sylvano Trotta est chef d'entreprise dans les télécoms, et c'est avec une certaine méfiance qu'il nous a accueillis. Je suis pas le gars qui est né de la dernière pluie. J'avais prévu le coup. Je vais vous filmer aussi. Je vais me filmer moi, mais comme ça j'aurai les questions et les réponses. Comme ça, si vous me faites un fake news montage, eh ben, je montrerai ce que vous avez fait. Hop là. La confiance règne. Pourtant, Sylvano Trotta a accepté de nous montrer comment il fabrique ses propres théories, seul face à son ordinateur. Bonjour, nous voici en direct avec une nouvelle émission de Face à Face. Des théories qu'il développe dans de longues vidéos. Et là les amis, nous sommes le lundi 20... Ses thèmes de prédilection, la Lune. La Lune est creuse. Quel don artificiel. Mais aussi les attentats du 11 septembre. Il s'agit de l'attaque des tours jumelles US. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Et rapidement, des chercheurs de vérité ont émis de sérieux doutes sur ces attentats. Et depuis quelques mois, évidemment, il parle beaucoup du Covid-19. Ce vaccin-là, il n'a rien d'un vaccin, c'est une thérapie génique qui fonctionne avec la 5G. Sylvano Trotta se présente comme un lanceur d'alerte. Pour vous, c'est qui? Sylvano Trotta, c'est le contraire d'un lanceur d'alerte. On a quelqu'un qui est chef d'entreprise, syndicaliste, qui s'est intéressé à l'ufologie, au 11 septembre, à la Lune, dont il nous dit qu'elle est creuse et artificielle. C'est quelqu'un qui a accru considérablement son auditoire sur YouTube grâce à la pandémie de Covid-19 et en relayant des idées dangereuses au passage. C'est un complotiste? Oui, évidemment. C'est un youtubeur complotiste, un vidéaste complotiste. C'en est presque la définition chimiquement pure, si vous voulez. Alors, l'audience de sa chaîne a explosé avec la pandémie. 170 000 abonnés jusqu'à sa fermeture par YouTube au mois de septembre. Depuis, c'est sur la plateforme Odyssée que Sylvano Trotta publie ses vidéos.
Hop. Bah, laquelle vous voulez voir? Des titres accrocheurs. Le confinement tue, l'épidémie est finie, crime contre l'humanité, Marseille puni, masque cancérogène, ça vous intéresse? Hello les amis, nous sommes toujours le 1er octobre 2020. On va parler des masques. Et pour appuyer ses démonstrations, il récupère toutes sortes d'extraits sur Internet. Ici, c'est un internaute qui veut prouver que les masques contiendraient des molécules cancérogènes. Donc là, vous entendez une alarme qui se met en route. Donc, à partir de ce que dit non, la ce vérité, chef d'entreprise, vous en concluez que les masques sont cancérogènes. Oh non, mais pas que lui, il y en a plein. Il y a des scientifiques qui l'ont fait aussi. Hein. Oh là là. Ici, vous avez un docteur allemand qui pleure dans une vidéo. 3 enfants sont morts en Allemagne en 1 semaine et pas un mot dans nos journaux. Et c'est un docteur allemand, j'écoute tout le monde, moi. Hein. Je suis pas là pour ne pas écouter tout le monde. Ce qui l'omet de dire, c'est que le docteur en question est connu en Allemagne pour avoir propagé de fausses informations durant toute la pandémie de Covid-19. Un complotiste, il va commencer par la conclusion, et puis ensuite, par induction, comme ça, trouver des arguments qui vont justifier la conclusion qu'il pose au départ. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le cherry picking, c'est-à-dire qu'il va essayer, le complotiste, de faire abstraction de tous les éléments qui vont à l'encontre de sa théorie du complot et de prendre, de sélectionner, de prélever tout ce qui peut être susceptible de conforter sa théorie, sa thèse. Un biais de raisonnement qu'on trouve dans toutes les théories du complot, c'est le biais de confirmation, qui consiste à poser une hypothèse et à examiner tous les éléments qui vont confirmer cette hypothèse en laissant de côté tous les éléments qui viendraient la remettre en cause. C'est une démarche de croyance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une théorie du complot relève du domaine des croyances. Assis devant son écran, Silvano Trotta mélange tout type de sources. Certaines font autorité. New England Journal of Medicine, par exemple. D'autres, beaucoup moins. Il y a YouTube, Twitter, et ben François. Aujourd'hui, c'est le meilleur journal d'investigation qu'il y a eu sur le Covid, hein, de loin. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah si, mais comment il fait dire ça? Parce que tout est sourcé chez François. Il y a pas, ils sortent pas des chiffres de la cuisse de Jupiter. Hein. C'est vous qui voulez pas le voir, mais toutes les sources sont données. Hein. François est devenu le média de référence pour de nombreux complotistes. Comment ce titre de presse historique a-t-il pu être ainsi instrumentalisé? Le journal est fondé en 1944 par Pierre Lazareff. François, 900 000 exemplaires chaque jour, soit presque 2 tonnes d'encre et 76 tonnes de papier. Il connaît son heure de gloire dans les années 50. François, depuis un quart de siècle, ce qui est beaucoup, est, le point de vue du tirage et de la vente, le premier journal français, ce qui, je crois, est sans précédent. À partir des années 70, le titre décline et survit tant bien que mal. En 2016, il est racheté par un homme d'affaires qui va totalement transformer le journal, Xavier Azalbert. À partir de la fin de l'année 2019, début 2020, il n'y a plus à François de rédaction en tant que tel. Ça devient un site uniquement, le site de Xavier Azalbert, qui va de plus en plus être marqué par un tropisme conspirationniste. La façon dont François a évolué me semble une évolution dramatique parce que on utilise le nom d'un titre de presse et donc ce qui reste de la mémoire de ce titre de presse pour valider des informations qui ne sont pas vérifiées ou qui sont parfois totalement fausses. Il y a la tromperie sur la marchandise. Nous avons souhaité rencontrer M. Azalbert, le nouveau patron du journal. Bonjour. Bonjour Martin. Merci de nous recevoir. Ouais. Ici donc, ce sont les futurs locaux de la rédaction. Tout à fait. En ce moment, il est en plein déménagement. Pourquoi vous changez? Ça, je suis désolé, mais ça ne fait pas partie des questions auxquelles... La question nous paraissait pourtant anodine. Ok. Nous en tentons une autre. Bon. Vous venez du monde des affaires. Vous faisiez quoi exactement avant François? Écoutez, je suis vraiment désolé. On a dit qu'on parlait de François. Oui, mais c'est juste pour comprendre votre parcours à vous. Mais c'est bon. Stop. Visiblement, il y a beaucoup de sujets que Xavier Azalbert ne souhaite pas évoquer.
attendez, là je suis désolé, mais Je ne suis pas d'accord pour faire ce tournage. Attendez, est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est fini. Est-ce qu'on peut discuter? On ne s'attendait pas à un tel accueil. Je vous ai dit. C'est super dommage. Monsieur Azalbert, si vous voyez le journalisme. Le journalisme, c'est pas ça. Ça, c'est du sensationnel. Donc moi, je vous ai dit, on arrête. C'est pas une question de ce que je faisais avant. C'est en fait, moi, quand je vous dis que je suis d'accord pour parler de ce qu'on fait de François aujourd'hui, ce que je faisais avant est totalement accessoire. Mais pourquoi est-ce que vous me le dites pas comme Après plusieurs minutes de négociation, donc restez dans ce qu'on a dit. D'accord? Allez, l'interview peut enfin commencer. comment vous la définiriez, la ligne éditoriale de François? Alors, la ligne éditoriale de François, c'est avant tout basé sur la liberté d'expression. C'est essayer de réconcilier les Français avec une forme de défiance qu'ils ont vis-à-vis des médias. On a fait une étude il n'y a pas longtemps, on a publié les résultats. Il y a 24% ou 25% pardon, des Français qui font confiance aux médias. Pour Xavier Azalbert, François Nouvelle Version serait la solution pour réconcilier les Français avec l'information. Pour moi, le monde de l'information, il n'appartient pas qu'aux journalistes, il appartient aussi aux citoyens. Donc c'est ces gens-là qui collaborent avec vous dans la production des contenus. Ces gens-là collaborent et en général, ce sont des gens d'un très bon niveau. Très bon niveau. Et des professeurs d'université, ce sont des gens qui ont une objectivité. Ils n'ont pas une subjectivité comme vous essayez de le faire. Et ils essayent de bien faire. Ils n'ont pas de conflit d'intérêt, ils n'ont pas de lien d'intérêt. Du journalisme sans journaliste donc, ou presque. Et des auteurs souvent anonymes. François fait aussi la part belle aux tribunes, écrites par des citoyens collaborateurs. Prenons le cas de ce texte, publié en septembre dernier. C'est une tribune signée de quelqu'un qui s'appelle Emma Kahn et qui explique dans la tribune qui a été publiée sur François que la pandémie dure volontairement pour vendre des vaccins. Je cite notamment une phrase. Donc la science officielle mainstream s'emploie actuellement à nier que la pandémie soit terminée. Il faut qu'elle dure pour pouvoir fabriquer et vendre les vaccins. Oui, bon. Vous avez un article qui est sourcé, d'accord? Avec de multiples sourcés. Et Macan, d'accord? Sa formation, c'est médecin. Les médecins. Le fait que je le publie ne veut pas dire que je sois d'accord avec ce point de vue. Par contre, je comprends qu'un médecin puisse se poser la question. Je comprends que des citoyens peuvent se poser la question. Oui, mais là, elle fait plus que se poser la question. C'est pas sous forme de question, c'est une affirmation. Oui, mais... Elle affirme que la pandémie dure parce qu'il y a des intérêts derrière, dont le but est de vendre le vaccin. C'est une thèse, le mot risque de peut-être pas vous plaire, mais complotiste. C'est-à-dire qu'il y aurait des forces qui cherchent à ce que la pandémie dure ou que l'idée de la pandémie dure, parce qu'il y a des intérêts financiers derrière, de labos, de... C'est nous prêter une intention qu'on n'a absolument pas, d'accord? Et je m'en défends, et je trouve que le mot que vous utilisez, le mot de complotiste, est absolument inacceptable dans ce cadre. Depuis le début de la pandémie, François a en tout cas réussi son coup. 6 millions de visites en décembre dernier, un record pour le site. Je ne crois pas que Xavier Azalbert soit un idéologue. Je pense que si le complotisme n'avait pas été à la mode, il n'aurait pas fait de François un titre ou un site complotiste. C'est quelqu'un qui avait un projet pour François qui était de le rendre rentable, de gagner de l'argent avec ça. Car produire ou relayer du contenu complotiste sur Internet, ça marche. Par exemple, une fake news se répand 6 fois plus vite sur Twitter qu'une information vérifiée. Si ce sont les vidéos conspirationnistes qui vont générer le plus de vues et le plus d'attention, l'algorithme va faire en sorte que les personnes restent sur ces vidéos. Lorsque vous êtes sur une vidéo comme ça qui est conspirationniste, vous allez en avoir une autre après, et vous allez avoir finalement cet aspect argumentatif qui va être extrêmement important. Vous allez cumuler les arguments qui vont tous dans le même sens, et ça va créer cette bulle de filtre dans laquelle vous allez rester enfermé et qui va toujours conforter votre croyance et de laquelle il est extrêmement difficile de sortir. Et donc, ça va permettre une sorte d'intensification. C'est-à-dire que si au début, j'ai l'impression que, ouais, quand même, le gouvernement me cache des choses, à la fin, je vais me retrouver avec un discours qui est que le gouvernement a créé le coronavirus pour tous nous tuer. Et voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire aller le discours vers des formes plus extrêmes. Lorsqu'on ne partage plus la même réalité, la même base commune de réalité, ce débat démocratique, il devient un dialogue de sourds. On ne peut plus se parler. On assiste quand même, en novembre, décembre 2020,
aux États-Unis à cela, c'est-à-dire à une partie, presque une moitié des citoyens américains qui considèrent qu'on leur a volé l'élection. Et ça peut susciter des passages à l'acte violent. Un mois plus tard, l'actualité américaine lui donne raison. Le 6 janvier à Washington, une foule de manifestants envahit le Capitole, l'un des symboles de la démocratie américaine. Ces militants trumpistes refusent l'élection de Joe Biden et dénoncent un scrutin truqué. Dans le chaos, 5 personnes trouvent la mort. Derrière la prise d'assaut du Capitole, en première ligne, une mouvance complotiste, les QAnon. Cet homme, qui force un policier à reculer, est l'un des membres de ce réseau. Sur son t-shirt, le sigle des QAnon, la lettre Q. Avec ses cornes de bison, lui est surnommé le QAnon chaman. Image surréaliste d'un complotiste au pupitre du vice-président des États-Unis. C'est le premier coup de force violent et spectaculaire d'un mouvement apparu sur Internet quelques mois après l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, les QAnon sont plusieurs millions sur les réseaux sociaux. Ils croient en l'existence d'un État profond, d'un complot mondial mené par une élite de gauche, pédophile et sataniste. Pour eux, Donald Trump est le sauveur, le seul à lutter en secret depuis son élection pour débarrasser Washington et le monde de cette élite malfaisante. En octobre, juste avant les élections, nous avions rencontré un couple américain qui y croit dur comme fer. Trump représente l'espoir pour les QAnon. Vous pensez qu'il va se passer quoi s'il perd et que Biden gagne? Vous pensez que les gens vont accepter les résultats de l'élection? Moi non, je n'accepterai pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'espère que les militaires et les patriotes se rassembleront et iront manifester. Des propos prémonitoires, 3 mois avant l'épisode du Capitole. Donc, plus de la moitié des électeurs républicains croient en ces théories. Alors pour Donald Trump, c'est quand même compliqué de se couper de la moitié de son électorat. Donc c'est pour ça qu'il va avoir ce rapport qui est extrêmement ambigu aux théories et conspirationnistes. Pendant 4 ans, Donald Trump a refusé de prendre ses distances avec QAnon. Je ne sais pas grand-chose sur QAnon. Je sais qu'il m'aime beaucoup, ce que j'apprécie d'ailleurs. Et quelques instants avant la prise du Capitole, c'est bien lui qui a chauffé à blanc ses partisans. Nous tous ici, on ne veut pas voir notre victoire électorale volée par des démocrates radicaux. Nous allons marcher vers le Capitole. Il faut montrer votre force. Oui, soyez forts. Ce qui est dangereux, c'est que fondamentalement, le complotisme, il menace notre capacité à continuer à vivre en démocratie. Je le dis très clairement. QAnon, c'est un phénomène complotiste américain qui aurait dû rester un phénomène américain, mais qui a franchi l'Atlantique. Donc on a vu ces choses-là arriver au printemps 2020 dans l'espace francophone, en France, en Belgique, en Suisse, pour résumer. Même quelque chose qui paraît aussi délirant que la théorie QAnon, ça peut quand même séduire une partie de la population. L'un de ceux qui a importé le mouvement complotiste américain en France a accepté de nous rencontrer. En ce moment, il vit en Suisse. C'est là qu'il nous a donné rendez-vous. Bonjour Léonard. Bonjour. Vous allez bien? Bien, toi. Léonard Sojli est un producteur de musique d'origine albanaise. Il a créé 2 des principaux sites QAnon français. Vous partagez votre temps du coup entre la France et la Suisse? Ouais.
Ouais, voilà, je suis un frontalier à l'envers, je passe beaucoup de temps ici, mais je travaille en France et j'existe en France. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition des Décodeurs. 2 fois par semaine, il décrypte l'actualité en direct sur Internet avec un prisme QAnon. Si l'État profond il est ruiné, détruit, éliminé aux États-Unis, ne vous inquiétez pas qu'ici en France, on va se libérer aussi, hein, ça va pas tarder. Je te présente Pépito. Bonjour, enchanté, Martha. Pépito, enchanté. Et donc Pépito, vous êtes Moi je présente les Décodeurs avec Léo, co-présentateur. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez lancé un des plus gros réseaux QAnon en France. Pourquoi lancer ça en France? Les problèmes qui sont abordés par Q, il s'agit de problèmes humains. Le danger de la démocratie, les droits de l'homme, le respect de la vie privée, ce sont des problèmes auxquels on est confronté aussi en France. La thèse structurante, c'est que le monde est dirigé par une élite pédophile, sataniste, avec derrière, entre autres, les Clinton, Bill Gates. Vous y croyez, vous, à ça? Oui, bien sûr. Mais moi, je veux dire, le mouvement, il n'est pas né aux États-Unis. Le mouvement, il est né il y a plusieurs milliers d'années. Je dirais qu'il y a des gens tout là-haut qui sont tellement puissants, tellement influents, qui se sont complètement déconnectés de la réalité. Ils contrôlent la justice, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens dans cette élite qui pratiquent les rituels de sacrifice et tout ça, qui sont des choses qui ne sont pas nouvelles dans l'histoire, ça existe. Chacun commet le mal à sa manière, en fait. Est-ce que vous comprenez que c'est une théorie qu'on appelle complotiste? On est des complotistes, on assume, hein. Aucun problème. Donc ici, c'est l'endroit où vous travaillez. Voilà, c'est le studio. Ça, c'est mon petit coin matériel, installation avec lequel je fais les live streams. Parti de rien en avril dernier, Léonard Sojli a vu ses audiences exploser grâce à la crise sanitaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est incohérent. La manière que c'est expliqué par les hommes politiques, enfin par le milieu politique en général, et les médias. Donc les gens, ils se disent, mais attendez une minute, ils se foutent de nos... Voilà, ils se foutent de nous. En fait, plus que la moitié de notre public, ce sont des gens qui n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait avant le confinement. Combien de personnes vous suivent sur vos différents sites et sur vos lives? Là, je dirais au niveau des lives, avant qu'on soit censuré sur YouTube, toutes nos vidéos, elles dépassaient les 120 000 vues. Jusqu'à ce que YouTube supprime tout et genre, il n'y a plus aucune trace de la chaîne. Maintenant, on va dire qu'on est à moitié de ça. Et on saute d'une plateforme à une autre parce que dès où on va quelque part, ils nous font sauter tout de suite. C'est tout le problème de la modération, c'est que d'un certain côté, ça renforce les arguments conspirationnistes, ça renforce cette impression de censure dans ce qui dérange, et forcément, ça va renforcer la théorie de base conspirationniste, c'est qu'il existe bien un complot puisque ce qui dérange est supprimé. Face à la prolifération en ligne des théories du complot et des fake news, les plateformes ont fini par riposter. Mi-janvier, juste après l'assaut du Capitole, 70 000 comptes Twitter liés à QAnon ont été supprimés. Celui de Donald Trump a également été suspendu. Au moment où nous rencontrons Léonard, nous sommes quelques semaines avant les émeutes de Washington. Vous parlez beaucoup en ce moment des États-Unis, des élections américaines. Vous ne reconnaissez pas la victoire de Joe Biden? Évidemment que non. On n'est pas des mauvais perdants et ce n'est pas une question de gagnant-perdant. Si la démocratie gagne à la fin, tant mieux. Nous, encore une fois, on s'appuie sur les faits. Et les faits actuellement nous disent que pas seulement Biden il n'a pas gagné, mais ils ont organisé une fraude massive avec des preuves factuelles, visuelles. Il y a plus de 2000 témoignages. Pour l'instant, il n'y a aucune cour qui a reconnu quoi que ce soit. Il n'y a aucune cour qui s'est prononcée en disant qu'il y avait une fraude. Ça, à part Trump et les gens qui le suivent, il n'y a personne qui le dit. Est-ce que ce processus est fini? On voyait très bien qu'aux États-Unis, les personnes qui adhéraient à la théorie QAnon, c'était des personnes qui, derrière, n'allaient pas percevoir le résultat des élections comme étant quelque chose de juste. Et en France,
On a des chiffres qui sont assez inquiétants, près d'un tiers de la population qui commence à douter de ce genre de choses. Donc ça a des effets qui sont extrêmement délétères pour le fonctionnement de la démocratie de manière plus large. Est-ce que c'est pas extrêmement dangereux pour la démocratie dans son ensemble, vivre dans des pays où les citoyens n'arrivent même plus à s'accorder sur ce qui est un fait? Je dirais ça comme ça. Si personne ne remet pas en question toutes ces choses-là, est-ce que vous trouvez que ça, ce n'est pas dangereux? Si suffisamment de gens vous écoutent, est-ce qu'ils ne risquent pas d'agir? S'ils agissent à ce moment-là, si on est effectivement persuadé qu'on nous manipule, mais d'agir, que ça veut dire quoi, agir, justement, en fait, que le système politique nous manipule, qu'on cherche à nous tromper, la logique voudrait qu'on s'en débarrasse de ce système. Mais d'agir comment, quoi, en fait? Vous entendez quoi par agir, en fait? Une révolte, une forme de révolution. Mais c'est pas nous qui allons les faire révolter, ces gens-là. Est-ce que vous sentiriez une forme de responsabilité là-dedans en prenant ce genre de discours? On insiste avec ça. Du coup, je comprends mieux pourquoi vous êtes là, mais on n'a pas de responsabilité. Chaque personne est responsable de ses actes qu'elle fait parce qu'elle a un prisme d'analyse, elle a un cerveau, etc. Bon bah voilà, bonsoir tout le monde. 2 jours après que des membres de sa mouvance ont envahi le Capitole, Léonard Sojli a réagi dans un live. Alors que tous les accusent, les QAnon jouent les victimes et dénoncent une manipulation des militants d'extrême gauche. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Les Antifa ont infiltré les pro-Trump. Accuser systématiquement le camp d'en face, la rhétorique habituelle des complotistes. Autre ressort de leur théorie, la recherche de boucs émissaires. Une théorie du complot, c'est un discours d'accusation. Donc on accuse forcément un groupe d'individus de comploter, c'est-à-dire de se livrer à un acte répréhensible, sinon légalement, du moins moralement. Donc il y a toujours la désignation d'un bouc émissaire dans le complotisme, toujours. Ça fait partie de sa définition. Il y a quelque chose d'assez fascinant à voir que certains sont des boucs émissaires, j'allais dire. Attali, notamment parce qu'il prend des positions qui sont qualifiées de mondialistes, en disant il y a des problèmes qui se posent à l'échelle planétaire, donc il faut les régler à l'échelle planétaire. Évidemment, ses opposants considèrent qu'il veut mettre en place une sorte de dictature unique mondiale. C'est pas du tout son propos. Sur Internet, on trouve des dizaines de vidéos complotistes sur Jacques Attali. Exemple. Beaucoup de gens se posent des questions sur son rôle en coulisses. C'est vrai que c'est très troublant. Beaucoup de gens se demandent quel est le secret, comment ça marche. D'autant que Jacques Attali s'est jamais présenté à des élections. Il a toujours refusé des responsabilités ministérielles, comme s'il était vraiment au-dessus de ça. Une thèse à laquelle Léonard Sojli adhère totalement. Ce genre de choses ne sont pas normales. Qu'il y ait des personnages comme ça qui sont constants au milieu de la politique alors que personne vote pour eux. Et que ce soit des personnages qui parlent de choses assez graves qui finissent par arriver. Parce que la pandémie, pour mettre en place un gouvernement mondial, il en a parlé en 2009. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui participe au complot? Moi, je pose la question. J'adorerais de discuter avec M. Attali parce que nous sommes face à 2 possibilités. Soit c'est un génie comme l'humanité n'a jamais vu avant parce qu'il est capable d'analyser la société et de prévoir l'avenir d'une manière parfaitement exacte, soit il y a autre chose derrière. Et moi, j'aimerais juste comprendre ça, en fait. J'aime bien la première hypothèse, même si je n'y crois pas. Vous êtes l'une des personnes les plus brillantes que l'humanité ait connues. Mais c'est absurde. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, l'ont dit. Il y a aussi beaucoup de gens, si on voulait faire le malin, où on peut trouver une photo de plein de gens avec tous les présidents successifs. Conseiller politique depuis 40 ans, Jacques Attali est devenu pour les complotistes le symbole de l'élite. Sa proximité avec les présidents alimente des accusations auxquelles il a accepté de répondre. Votre parcours de conseiller auprès des présidents suscite beaucoup de fantasmes. Est-ce que vous comprenez que les gens se posent la question? Comment est-ce qu'on peut conseiller tel président, puis tel président, alors qu'ils ne sont pas du même bord politique? Pourquoi est-ce que M. Attali se retrouve... C'est très simple. En fait, je n'ai conseillé qu'un président. Je suis de gauche, je suis socialiste. J'ai eu le privilège de rencontrer François Mitterrand très jeune, d'être auprès de lui entre 81 et 91, point. Ensuite, je n'ai pas travaillé ni conseillé personne.
Monsieur Sarkozy, qui se trouve être un ami personnel, pour qui je n'ai jamais voté, mais qui est un ami personnel, m'a demandé de présider une commission bipartisane. Le hasard de la vie a fait qu'un de mes anciens collaborateurs à l'Élysée, que j'avais amené avec moi à l'Élysée, est devenu président de la République, François Hollande, donc je l'ai vu, mais je n'ai pas été son conseiller, je l'ai vu de temps en temps. Et le hasard de la vie s'est doublé du fait qu'un autre de mes collaborateurs lui a succédé, que je lui avais présenté dans cette pièce. Monsieur Macron. Monsieur Macron, que je lui avais présenté dans cette pièce. Donc c'est un hasard de la vie qui m'a amené en situation d'avoir conseillé un président de la République et d'être ami de deux suivants. Est-ce que vous avez vu le film Hold Up? Non, on m'en a parlé. Je n'ai pas vu, et mes avocats réfléchissent à la possibilité que je dépose plainte. Je vais citer la façon dont on parle de vous dans ce documentaire. Un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. Un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. De qui se moque ce polytechnicien? Doit-on comprendre que c'est par la santé que pourra se mettre en place un gouvernement mondial? Il y avait Attali le prophète, on découvre Attali le comploteur. Qu'est-ce que je vous dise? Comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi, quand j'écris mon livre, c'est moins efficace. Donc il faudrait qu'on dise avec qui j'ai comploté. Pour faire quoi? Pour prendre le pouvoir, pour détruire l'espèce humaine. Enfin, ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire qui est très ancienne. Hein. En plus, je suis juif, donc ça participe des fantasmes collectifs. C'est tellement bête que j'ai pas d'argument. Et justement, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on discute avec ces gens-là, selon vous? Moi, je crois à la raison. Donc je crois qu'il faut expliquer. Il faut expliquer les choses. Je crois que personne n'est de mauvaise foi par nature. Je crois que, bon, il y a des monstres, mais je crois qu'on peut expliquer qu'il est possible de prévoir, qu'on peut passer du temps à lire, qu'il y avait des tas de livres qui expliquaient les dangers de pandémie depuis le 19e siècle, qu'il suffisait de les lire pour voir que ça pouvait revenir. Enfin, je crois que la meilleure façon reste la raison et l'explication rationnelle. Désigner un ennemi commun, un ennemi extérieur, cela permet de renforcer la cohésion à l'intérieur d'un groupe, puisque tout le groupe va se retrouver contre cet ennemi commun. C'est fédérateur. Tout à fait. Les théories du complot créent des communautés. Des communautés qui émergent un peu partout en France. On n'avait pas fait de cette rue-là non plus. Ce matin, un petit groupe est en pleine distribution de tracts dans les rues de Puteaux, en région parisienne. Les masques sont inutiles. Voilà, ils vous polluent. Voilà, ils vous contaminent, vous allez tomber malade. Voilà ce qu'on en fait des masques. Ils sont commerciaux, retraités ou étudiants. Tous militants du CNT, le Conseil national de transition. Bonjour monsieur, tenez un document important à lire. Vous voulez pas? Merci, bonne journée. Un groupuscule au projet radical. Bonjour madame. Voilà, on est le Conseil national de transition. Leur but, renverser le gouvernement en place et en finir avec les institutions de la Ve République. La pandémie est l'occasion parfaite pour attirer de nouveaux membres. Est-ce que c'est pas la dictature, franchement? En épidémie, on devrait tous avoir des gens qui meurent. Là, autour de nous, il n'y a personne qui est mort. Faut arrêter. Faut arrêter. Ils sont en train de vouloir nous mettre en prison. Et en plus, avec notre accord. Julien se présente comme l'un des organisateurs de l'opération. Bonjour madame. Je vais vous interroger deux petites secondes, c'est pour vous parler du CNT. Je ne sais pas si vous connaissez le CNT, si vous avez entendu parler. On a envoyé une sommation à tous les responsables de France. Il est temps de réagir, il est temps de se mobiliser. Et donc du coup, voilà, ce document a été remis. Donc je vous le laisse si vous voulez. Ah ouais, je veux bien. Comme ça, n'hésitez pas à le distribuer autour de vous. Merci beaucoup. Merci. Un coup d'œil à leur tract suffit pour comprendre ce qu'ils proposent. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un mouvement un peu extrémiste, quoi, non? Un mouvement un peu extrémiste qui peut aussi faire peur. Voilà. Les termes employés dans leurs documents vont en effet très loin. Nos représentants corrompus et manipulés nous mènent au naufrage en fabriquant des fléaux qui nous poussent peu à peu vers un esclavage généralisé. Vous vous rendez complice du génocide en cours, au risque d'être traduit devant un tribunal militaro-populaire. Cette sommation, qui a des allures de document officiel, le CNT l'a envoyée en novembre 2020 à des milliers de personnes
qui représentent selon eux les institutions. C'est grave quand même d'envoyer des sommations à des fonctionnaires, à des médecins. Ce qui se passe est grave. En fait, il faut que les Français réalisent que ce qui se passe en France est grave, ce qui se passe dans le monde est grave, et que oui, alors, bien sûr que cette sommation est grave, elle est impliquante, elle explique exactement ce qui se passe en France. Ça veut dire que vous menacez les Français? Nous, on menace pas, mais on les prévient. On a la gentillesse de les prévenir des conséquences s'ils continuent dans leur but de nuire à l'être humain. Voilà. Le terme génocidaire, c'est quand même terrible d'utiliser. Mais vous voulez utiliser quoi comme terme, madame? C'est quel autre terme est plus approprié par rapport à ce qui se passe? De la parole aux actes. Le 14 juillet 2015, 300 membres du CNT se retrouvent devant l'Assemblée nationale et le palais de l'Élysée. Ils répondent à un appel visant à occuper les bâtiments symboliques du pouvoir. Un coup d'éclat, avec comme résultat des interpellations en pagaille. 5 ans plus tard, ils veulent convaincre le plus de Français possible. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce jour-là à Puteaux, ils tentent même leur chance au commissariat. Savoir si vous avez bien eu... En fait, on fait partie du Conseil national de transition. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Donc c'est un Conseil national de transition, voilà. Alors, mais moi je vous informe que vous allez être verbalisé pour non-port du masque. On va procéder à un relevé d'identité quand même de toutes les personnes. Soyez coopératifs, non. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je suis juste en train D'accord, de une parler pièce à d'identité, monsieur. s'il vous plaît. Sans agressivité. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une dictature? Moi j'habite Puteaux, donc mais bien sûr que c'est une dictature, madame. Je vous demande juste Mais non, une identité, j'habite ici. Ça fait 15 ans que j'habite ici. D'accord. Voilà. Regardez vos droits avant de nous adresser. Vous êtes censé nous représenter. Vous êtes censé nous représenter. Ce gouvernement, cet État, en fait, est devenu anticonstitutionnel. Il faut le comprendre. Ça ne marche plus. Il est temps de changer. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir des citoyens qui sont en voie de déconnexion par rapport à la démocratie, qui s'en détachent, qui n'en attendent plus rien, qui ne croient plus que ce système-là les concerne et est fait pour eux. Ils sont dans une forme de colère contre ce qu'ils estiment être un système. Est-ce qu'un mouvement comme le CNT est dangereux? C'est plus un mouvement loufoque et grotesque qu'un mouvement réellement dangereux. Que ce soit inquiétant, oui. Inquiétant parce que ça dit quelque chose de l'époque et de l'extraordinaire crédulité quand même à laquelle qu'on a atteint, quoi. Aux origines du Conseil national de transition, il y a un homme. À compter de ce jour, 18 juin 2015, de la proclamation, aucune loi, décret, traité ou accord signé par le gouvernement imposteur n'aurait la moindre validité. Son nom, Éric Régis Fioril, un ancien naturopathe qui fonde le groupuscule en 2008. C'est quelqu'un qui s'est illustré depuis à peu près 5 ans en expliquant que la France n'avait plus de constitution réelle et que le seul pouvoir légitime était le sien, celui de son organisation, qu'il appelle le Conseil national de transition. Bonjour, monsieur Fioril. Nous l'avons contacté pour revenir sur son projet politique. On a rencontré des militants du CNT en pleine opération, un tractage sur un marché. Est-ce que cette crise sanitaire, c'est quelque part une aubaine un petit peu pour vous? Une aubaine pour nous, mais il n'y a pas de crise sanitaire. On n'y a jamais cru une seule seconde. Et donc, on connaît l'opération. Je l'avais écrit dans un livre il y a 15 ans qu'ils allaient déclencher ça entre 2018 et 2022. Donc voilà, il n'y a aucune surprise. On savait que c'était dans le plan. Vous avez envoyé des lettres de sommation à des médecins, des maires, des préfets, des gendarmes. Vous les qualifiez de collabos complices d'un génocide. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour que vous les qualifiez comme ça? Eh bien, ils participent à exécuter ou faire exécuter des ordres d'usurpateurs qui n'ont pas le droit de donner ces ordres. Ils acceptent de s'en faire les complices et de participer à une opération d'un génocide mondial qui a été décidée par une petite secte qui se trouve ailleurs qu'en France. Et cette élite qui cherche à mettre en place ce plan? C'est un petit groupe de quelques familles qui ont décidé de ce plan il y a près de 200 ans. C'est qui? Quelques familles extrêmement riches. Et... vous avez la famille Rothschild qui est la plus connue de toutes. D'accord. Maintenant, vous avez aussi la famille Rockefeller.
C'est le génocide de qui? De 90% de la population mondiale. 2 semaines après notre interview, Éric Fioril a été arrêté par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête pour projet d'action violente. Depuis, il est en détention provisoire pour port d'armes non autorisé. Les théories du complot nous donnent une vision du monde qui est extrêmement sombre. C'est un monde cynique dans lequel nous sommes les victimes de puissances qui tirent toutes les ficelles et sur lesquelles nous n'avons aucune marge de manœuvre. Donc on peut dire que les théories du complot vont alimenter des sentiments de peur, de ressentiment, de colère. Elles alimentent aussi de la haine envers toutes les catégories de la population qui seront soupçonnées de prendre part de près ou de loin au complot, d'en tirer des bénéfices. Nous avons suivi la trace de l'une des sommations envoyées par le CNT. Et c'est en Bretagne que nous avons trouvé l'un de ses destinataires. Un médecin généraliste qui exerce dans la banlieue de Saint-Brieuc. Je vais prendre la carte vitale éventuellement. Le docteur Yvon Le Floïc a reçu ce courrier par recommandé il y a 2 mois. On me demande d'arrêter de faire des vaccins, de préconiser le port de masque, de faire de la prévention. Sinon, je vais être traduit devant un tribunal militaro-populaire. Est-ce que quand vous recevez ça, vous vous inquiétez? Pour moi, ça s'inscrit dans une dynamique très inquiétante de remise en cause des professionnels de santé qui ne font que leur boulot. Donc on se pose la question de mettre le truc à la poubelle et puis on s'aperçoit que finalement d'autres personnes l'ont reçu, d'autres soignants. C'est-à-dire les soignants sont régulièrement menacés, attaqués, insultés. On ne peut pas continuer à exercer sereinement en étant soumis à ce genre de menaces. Alors le médecin a décidé de porter plainte contre le CNT. Bonjour maître. Oui, très bien, merci. Pardon. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son avocate, maître Sibylotte. Ce que nous souhaitons véritablement, c'est une condamnation de principe. Le docteur Le Floïc n'espère pas en retirer une quelconque indemnité financière. C'est vraiment ne plus réceptionner ce type de missive, avoir un exercice professionnel serein. Si ces sommations sont reconnues comme des menaces, la peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans de prison. C'est vrai que lorsqu'on a vu ce courrier avec le docteur Le Floïc, on a souri, mais en même temps, on était un peu inquiet. Parce que d'une part, ça a une résonance, et parce que d'autre part, quelle est l'étape d'après? Avec la crise sanitaire, médecins et scientifiques sont plus exposés que jamais. Dans une société, il y a dans chaque domaine des spécialistes qui sont garants d'un savoir et à qui on fait confiance parce qu'on n'a pas personnellement les moyens, les connaissances de vérifier par nous-mêmes ce savoir. C'est vraiment ce que le complotisme vient attaquer. Il vient attaquer cette confiance qu'on peut avoir dans les savoirs dont sont garants certains spécialistes. Des spécialistes, il n'y a que ça à l'Institut Pasteur, l'un des temples du savoir scientifique français. Créé à la fin du 19e, il est à la pointe dans la lutte contre les maladies infectieuses. En mars dernier, juste avant le premier confinement, l'établissement est la cible d'une vidéo publiée sur Facebook. L'heure est grave. L'heure est très grave. Elle émane d'un internaute, un certain Cat Antonio, qui aurait mis la main sur un document compromettant. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le voilà, le brevet. Le voilà, le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus. Par qui? Je vous pose la question. Cherchez. Je vous donne la réponse. Institut Pasteur. Toujours... La vidéo enflamme le web. En moins de 24 heures, plusieurs millions de vues. Voilà, toujours avec le même brevet déposé. Vous voulez des noms? Allez voir les noms, les inventeurs. Je peux vous les donner, ils sont tous là. Ils sont tous là sur la première page. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé. C'est impressionnant quand même comment on nous prend pour des cons. Cette thèse est même évoquée dans le documentaire Hold Up. Cette fois-ci, c'est un expert en pharmacologie qui accuse. Par qui a été fabriqué?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. Pendant plusieurs semaines, Jean-Claude Manugera, l'un des chercheurs directement mis en cause, a reçu des coups de fil anonymes et fait l'objet de menaces. On travaillait d'arrache-pied, on passait tout notre temps ici pendant le premier confinement, et tout d'un coup d'être accusé de choses, c'est monstrueux, c'est violent d'être accusé de faire ce genre de choses. C'était ressenti comme une grande injustice. Justement, c'est toute notre raison d'être de lutter contre ces maladies infectieuses et penser qu'on puisse imaginer qu'on puisse faire des choses pareilles, c'est juste révoltant. Ce brevet, le chercheur l'a bel et bien déposé au nom de l'Institut Pasteur. Mais c'était en 2004. Les scientifiques avaient alors travaillé sur un autre type de coronavirus, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième erreur, plus grave encore, l'internaute se trompe sur les termes employés. On trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé. Christophe Denfer est le directeur de la recherche à l'Institut Pasteur. Il nous explique ce que signifie l'expression « inventer » en langage scientifique. En fait, ce brevet, ce n'est pas l'invention d'un virus, c'est la découverte d'un virus, et les revendications du brevet, elles portent sur les stratégies vaccinales, elles portent sur les stratégies diagnostiques, mais elles ne portent pas sur une invention d'un virus. Pour la première fois de sa longue histoire, l'Institut Pasteur a porté plainte pour diffamation. En mars d'abord, contre l'internaute. Condamné à une amende de 5 000 €, il a fait appel de la décision. Mais l'Institut a aussi porté plainte en novembre, suite à la diffusion du film Hold Up. Pendant plus de 2h30, le documentaire attaque systématiquement les tenants du savoir scientifique. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Dans le cas de Hold Up, vous avez cette chose qui est très typique du conspirationniste. Vous avez à la fois une défiance par rapport à la science et en même temps une vénération pour l'expert, mais nos experts. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez une dame et on dit cette dame a 5 doctorats, donc elle va pouvoir nous aider. Et en même temps, c'est absurde parce que si quelqu'un a 5 doctorats, il y en a 4,5 qui sont foireux. Enfin, c'est très dur de faire un doctorat, personne ne peut en faire 5. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais évidemment, si vous n'êtes pas dans le milieu scientifique, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans Hold Up, les titres des experts apparaissent bien en évidence. Mais la plupart de ces chercheurs sont vivement critiqués par la communauté scientifique. Rappelez-vous de cet homme, le professeur Fourtillan. Cet expert en pharmacologie est poursuivi pour exercice illégal de la médecine suite à une affaire d'essais cliniques non autorisés. Des accusations qu'il conteste. Présent aussi au casting, Christian Perron, ancien chef de service des hôpitaux de Paris. Il a été démis de ses fonctions le mois dernier. Autre star du film, le prix Nobel Luc Montagnier, désavoué par l'Académie nationale de médecine. On cache l'origine de ce virus. Il a tenu des propos très polémiques à l'encontre d'autres scientifiques. Ils parlent presque tous d'un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. Un prix Nobel, ce n'est pas un totem d'immunité. C'est pas le permis de dire n'importe quoi. Comment est-ce qu'on explique alors que certains scientifiques basculent vers les théories complotistes? Mais parce que les scientifiques, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, c'est-à-dire qui sont traversés par des passions, par des idéologies, des croyances, une biographie, le ressentiment parfois, le manque de reconnaissance, qui vont être des facteurs qui vont faire qu'à un moment, ils vont se comporter de manière effectivement anti-scientifique. Ils vont trahir, d'une certaine manière, l'éthique de la science, et ça arrive y compris à des prix Nobel. Aucun milieu, aucune profession n'est aujourd'hui à l'abri du conspirationnisme. Dans le sud de la France, un enseignant aurait ainsi tenu des propos complotistes en classe. Nous avons retrouvé l'une de ses anciennes élèves. Elle a accepté de témoigner anonymement. Les faits remontent à 2017. Elle était en classe de BTS. À l'époque, elle avait 19 ans. Des fois, entre les cours, on le voyait prendre des photos, par exemple, des avions. Et il nous parlait pendant presque 2 heures sur des théories qu'il pouvait avoir, lui, dans sa tête. Pour lui, il y aurait des produits chimiques
que l'État mettrait volontairement dans les avions, qui laisserait du coup des fumées blanches quand ils volent. Et lui pense que ça pourrait nous empoisonner. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, cette théorie? Absolument pas. Les chemtrails. D'accord, ok. Alors ça me dit vaguement quelque chose. Lui vous disait ça, vous expliquez ça? En gros, après c'est avec mes mots, mais sinon oui, il pouvait nous expliquer des choses de ce genre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il nous a expliqué une théorie par rapport au 11 septembre. Soi-disant, les tours jumelles n'ont pas été détruites par un acte terroriste. Ce serait le propriétaire des tours jumelles qui aurait demandé à ce qu'on les fasse détruire parce qu'elles n'étaient pas aux normes. Il y avait quelque chose dans ces tours jumelles qui n'était pas aux normes. Il nous disait que si on voulait plus de détails, on pouvait aller voir sur son compte Facebook. Et il disait aussi que si on voulait le voir autour d'un café en dehors des cours, on pouvait pour parler de tout ça. Il y a des élèves qui étaient convaincus par ce professeur? Oui. Dans ma classe, un surtout. Et à ce moment-là, tu avais conscience, toi, que ce que ce prof vous disait, c'est ce qu'on appelle des théories complotistes ou pas? Non, pas vraiment. C'est en grandissant que je me rends compte vraiment de l'impact que ça peut avoir parce que ça peut nous retourner un peu le cerveau et partir vraiment en vrille, si je puis le dire. La famille d'une des élèves a fini par se plaindre auprès de la direction de l'établissement. Le professeur est passé en commission disciplinaire en 2018. D'après le rectorat que nous avons contacté, la procédure serait encore en cours. L'enseignant, lui, exerce toujours dans le lycée. S'agissant du corps enseignant, des professeurs, est-ce qu'ils sont mieux prémunis contre ces choses-là? On aime le penser, on voudrait le penser. Maintenant, il est vrai qu'on a plusieurs exemples d'enseignants dont on sait qu'ils ont diffusé des théories du complot auprès de leurs élèves, des films complotistes, qu'ils ont tenu des propos complotistes parfois à leurs élèves, mais ça reste quand même des phénomènes extrêmement marginaux, extrêmement circonscrits. Aujourd'hui, l'enseignant continue de relayer de nombreuses théories conspirationnistes sur sa page Facebook. Il propose d'ailleurs un lien pour regarder le film Hold Up. Nous décidons de le contacter par téléphone. Oui, bonjour monsieur. Rihanna. Dans le sud de la France, un enseignant aurait tenu des propos complotistes en classe. D'après certains de ses anciens élèves, il remettait notamment en cause les attentats du 11 septembre. Nous l'avons contacté par téléphone. Oui, bonjour monsieur. Je me présente, je m'appelle Martin Veil, je suis journaliste pour la chaîne de télévision TMC. Je me permets de vous appeler parce que j'ai recueilli des témoignages de certains de vos anciens élèves qui nous expliquent que vous passiez pas mal de temps à leur parler de théories qu'on pourrait qualifier de complotistes. Je voulais en parler avec vous pour avoir votre version des faits. Je vois pas ce que vous entendez par théorie complotiste. On a discuté avec certains de vos anciens élèves, qui nous ont expliqué que vous leur parliez de pas mal de choses, du 11 septembre notamment, ou des chemtrails. Non, je vois pas. Pourtant, l'un de ses anciens élèves l'a enregistré à son insu, lors d'un cours en 2017. Pour enquêter depuis l'avance le temps de suivi, je peux garantir que... Si vous voulez les informations, là, désolé. Pendant plus de 50 minutes, l'enseignant disserte sur toutes sortes de théories devant sa classe. Il évoque notamment les attaques terroristes des tours jumelles. C'est un fake. Allez vous renseigner, tout est accessible en ligne, il suffit de chercher le endroit. La température du kérosène qui brûle, elle est très loin de faire fondre des poutres d'acier. Allez voir les photos des tours 1 et 2 des poutres d'acier, c'est énorme, hein. Elles sont toutes coupées comme ça, selon le même angle, toutes le même angle. La plupart des gens croient encore que c'était un gimmick, que c'était un petit barbu, et puis voilà. Et après, ils sont envoyés en Irak. Donc, enquêtez sur les trucs, tout. Profitez, il y a encore Internet qui est accessible. Bon, c'est déjà qu'ils auraient tué des milliers d'Américains pour aller envahir l'Irak. C'est ça, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a certains enregistrements qui existent, on vous entend parler de ces théories-là? Alors, des enregistrements, j'en ai jamais eu connaissance, puis pour
qu'il y a un enregistrement, il faut que la personne enregistrée soit ait donné son accord tacite, prouvable au préalable. Ah, mais plutôt que de tourner en rond, c'est plutôt simple. Est-ce que ce sont des théories dont vous avez discuté un jour en classe, oui ou non? Je pense pas avoir abordé ces sujets-là avec des étudiants ou des élèves. Puis si ça avait été le cas, c'est pas avec vous que je pourrais en discuter, ce serait avec ma hiérarchie. Et votre hiérarchie vous a dit quoi, vous, à ce moment-là? Mais ce sont des données confidentielles, en fait, si vous voulez. Sa hiérarchie nous a confirmé qu'il avait bien été rappelé à l'ordre et nous assure que ce professeur n'évoque plus ces sujets en classe aujourd'hui. À partir du moment où vous n'êtes plus dans la transmission de savoir, mais dans l'expression d'opinion, non seulement les élèves considèrent que le prof n'émet que des opinions, mais en plus le prof lui-même se sent autorisé à émettre des opinions. Et c'est bien le problème. L'école doit mettre à distance les opinions et forger la rationalité, la logique. Collège Albert Camus, au Plessis-Trévise, en banlieue parisienne. Ce matin, une classe de 3e accueille Thomas Huchon, journaliste et spécialiste des théories du complot. Sans vous dévoiler la totalité du programme, on va essayer de garder quelques surprises. Mais ce matin, on va regarder des vidéos et on va en discuter ensemble. Je vous demandais, Martin, si vous pouvez d'éteindre la lumière. Sans plus d'explications, il lance le visionnage. Après 50 ans de combat avec son ennemi cubain, le blocus américain est sur le point de se terminer. Barack Obama et Raúl Castro se serrent même la main. Mais cette image dissimule des années de mensonges d'État. Un reportage de 7 minutes, très bien ficelé, mais complètement délirant. On y apprend, entre autres, que le sida a été créé par les Américains pour nuire à Cuba. La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Les élèves ne le savent pas encore, mais ils sont en train de regarder une vidéo complotiste. Le docteur Enrique Iglesias annonce que ses équipes ont trouvé un vaccin contre le sida. Créée de toutes pièces par Thomas Huchon. Voilà donc ce que cachait cette poignée de main historique. Il s'agit pour l'Amérique de récupérer ce vaccin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est choquant ce qu'ils font, la CIA. Ils veulent exterminer quasiment un pays tout entier. C'est choquant que le gouvernement français et américain, on voit qu'il y a des morts, mais qui se concentrent plus sur avoir le vaccin que sauver les morts. Ils préfèrent l'argent aux vies des personnes. Vous en aviez entendu parler de cette histoire? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Si certains élèves sont tombés dans le panneau, d'autres ne sont pas dupes. Il manquerait plus que les nazis de la Lune, et on aurait tout eu. Les nazis de la Lune? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, c'est complotiste. C'est? Complotiste. Pourquoi vous dites ça? Ça avance des preuves un peu... pas vraies. Ça tient pas la route. D'accord. Alors, vous l'avez compris, je vous ai menti. Je dois dire tout de suite à ceux qui ont cru à ce film, qui sont laissés avoir, que c'est pas grave. Le problème, c'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est demain. Parce que des fausses informations, des théories du complot, vous allez en rencontrer, vous allez en croiser. Et ce qui va compter, c'est votre comportement face à tout ça à l'avenir. Où ils l'expriment et où ils le disent, ou dans le Il est très important de pouvoir toujours déconstruire les théories du complot et de pouvoir mettre au jour les mécanismes qui les sous-tendent. Parce que ce qui peut nous prémunir autant que possible des théories du complot, c'est d'avoir conscience de ces mécanismes qui sont à l'œuvre dans leur propagation, des ressorts psychologiques, de tous les effets de manipulation, de propagande qui peuvent se trouver derrière les théories du complot. Il se trouve qu'en démocratie, le crétin, il a la même voix que nous. Donc la question, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de crétins et plus de gens bien formés. D'où le fait que l'école est centrale dans ce système-là. Aider les élèves à construire leur esprit critique, c'est tout l'enjeu de l'intervention de Thomas Huchon. Quand dans une vidéo sur Internet, on vous dit « Regardez,
C'est la preuve. C'est la preuve que le Covid-19, ça passe par les antennes 5G. Regardez. Et qu'on vous laisse pas lire le document, qu'est-ce que vous faites? Vous y croyez? Le journaliste décortique une par une les ficelles utilisées dans les contenus complotistes et donne quelques conseils pour vérifier si une information est fiable. Est-ce que c'est sourcé, recoupé, contextualisé? Si c'est une vidéo, est-ce que vous savez qui a fait la vidéo? S'il s'agit d'une photo, est-ce que vous avez le nom du photographe? Eh ben... Des formations comme celle-ci, il en a déjà organisé plus de 140, en partenariat avec les enseignants des collèges où il intervient. Quand on les lâche tout seuls devant l'ordinateur, ils ont beaucoup de mal en fait à avoir un vrai esprit critique et à prendre du recul en fait. On a fait un petit questionnaire et on se rend compte qu'ils ne croient en personne, si ce n'est en eux-mêmes ou en leurs parents en fait. Ils ont tendance à se dire les médias nous mentent, on peut faire confiance qu'à soi-même, donc on croit à tout et à rien finalement. Il n'y a pas trop de vérité de l'information en fait. Ils ont l'impression que voilà, on peut. C'est une opinion en fait, et que l'opinion est de l'information. Et en fait là on s'est dit non, il faut qu'on fasse un vrai travail de fond. Et tous les ans on se repose la question, on se dit on repart, et on se dit oui, allez, on repart. C'est nécessaire en fait. Toute la journée, les ateliers se multiplient. Rihanna sera la responsable de votre complot. Les ratons laveurs sont les victimes de votre complot. Les élèves vont même créer leur propre théorie du complot à partir d'éléments imposés. On les fait utiliser les mécaniques narratives du complotisme pour qu'ils les intègrent et que la prochaine fois qu'ils y seront confrontés, ça va leur sauter aux yeux. Dire attends, cette histoire de Hold Up, là, ce film qui est passé où, le truc, les puces 5G avec la Covid, eh ben attends, c'est comme notre histoire de Rihanna et des ratons laveurs avec les livres. Omar Sy et avec une autre candidate de Miss France 2021. Attends, je m'explique. À cause du père de Naïma, qui a mal éteint sa chicha dans la purée. On était parti sur le chicha, j'ai transformé en drone. Je te dis, il faut trouver tout et n'importe quoi. Ah, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que t'en penses? Plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est votre axe d'attaque. Lui. Et vous, autour de vous, dans votre famille, vos amis, vous connaissez des gens qui croient à des théories comme ça? Oui. Oui? Oui. Bah oui, ma soeur. Moi, je crois Hold Up. Les documentaires. Toi, tu crois à Hold Up? Que le coronavirus, que le corona, il a été créé et tout pour tuer la population. Franchement, c'est possible que ce soit vrai. Hein. Et est-ce que ce que Thomas vous a montré ce matin, le petit film... Ça faut réfléchir. Et vous, les filles? Pareil, autour de vous, des copains ou... J'ai une amie qui était persuadée qu'il y avait des complots des Illuminati ou quelque chose comme ça, qui contrôlaient la Terre ou un truc comme ça, et que toutes les stars mondialement connues, elles étaient impliquées dans ça. Et c'était grâce à... Hein? Quoi, c'est vrai? Bah que les stars, c'est toutes des Illuminati et tout. Ah bon? Bah oui. Et comment ça, c'est vrai? Presque toutes. En tout cas. Et si je te dis que ça, par exemple, c'est une théorie du complot? Ah non. Ah si. Ah si, je te jure. Non, c'est pas une théorie. Moi, j'y crois. Ah ouais? Moi aussi, j'y crois. Toi aussi, tu crois à ça? Oui. On peut peut-être demander son avis à Thomas. Si on croit pas mal à l'idée selon laquelle les stars mondiales font partie des Illuminati. Thomas. Bah, les Illuminati, ils ont existé. Ils ont existé entre 1776 et 1785. C'est des gens, les Illuminati? C'était un groupe de gens qui vivaient en Bavière, donc en Allemagne à l'époque. Depuis 1785, on n'a jamais eu une preuve sérieuse, crédible, de l'existence des Illuminati. Mais entre-temps, il y a plein de gens qui se sont servis de l'histoire des Illuminati pour justifier des tas de choses qui leur plaisaient pas. Qu'est-ce que vous répondez dans ces sessions quand les élèves vous disent « Mais attendez, monsieur, des complots, il y en a eu, l'histoire en est remplie ». Je leur dis de toute manière que les vrais complots existent. Et qu'ils ont existé dans l'histoire. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des vrais complots parce qu'ils sont démontés, parce qu'ils sont déconstruits. Les vrais complots ont fait l'histoire. Le problème de notre époque, c'est qu'on pourrait arriver à un moment où les faux complots la feront aussi. Et ça devient très dangereux. Il y a 20% de personnes qui sont, à l'heure actuelle, qui sont dans le conspirationnisme et ça sera extrêmement difficile de les convaincre. À côté de ça, il y a 20% de la population qui sont convaincus sans trop d'efforts. Et puis, vous avez 60% d'une population intermédiaire qui, elle, ne sait pas trop encore comment se positionner et qui est en attente d'argumentation,
Donc, c'est-à-dire d'argumentation à la fois du camp conspirationniste et puis à la fois du camp des institutions plus officielles. Et c'est ici que la guerre se joue, dans ces sources. Exactement. Et c'est quand même une guerre qui joue sur une proportion extrêmement importante de la population.